Philiapolis, philosophie pratique. Bonjour à tous, ici Nicolas. Continuons sur notre lancée avec un thème très controversé, le revenu de base. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de pouvoir politique et cette fois-ci, nous allons donner dans une autre source importante de liberté, une source même souvent liée, le pouvoir économique. Mais bien sûr, le revenu de base, ce n'est pas que de l'économie, mais aussi de la psychologie, de la sociologie et de l'éthique. Cette idée touche d'ailleurs au fondement de la société d'une certaine manière, définissant notre relation face aux autres, face à la société, et même dans une certaine mesure face à l'idée qu'on se fait de nous-mêmes, de notre identité. Ok, de quoi parlons-nous ici? Le revenu de base, c'est quoi? L'idée est connue sous divers autres noms, le revenu universel, revenu minimum garanti, revenu inconditionnel ou n'importe quelle combinaison du genre. Néanmoins, pour notre discussion, nous allons parler de revenu de base, avec les caractéristiques qui lui sont le plus souvent attribuées. Un transfert de ressources monétaires depuis la collectivité vers chaque individu sans aucune condition ou presque, est suffisant pour s'assurer de la satisfaction de tous les besoins quotidiens dits de base. Nous verrons que rien que dans cette définition, il y a beaucoup d'incertitudes et de débats quant aux détails. Et nous préciserons tout ça le moment venu. Mais fondamentalement, c'est ça l'idée. Une centralisation puis une redistribution de certaines ressources pour accomplir un objectif sociétal important. Dit comme ça, le concept paraît tout de suite moins révolutionnaire et plutôt évolutif. Ça fait bien longtemps que les sociétés mettent certaines choses en commun puis les distribuent pour la consommation individuelle en fonction de certaines règles et pour certains objectifs. Dans les tribus humaines primitives, par exemple, selon les meilleures estimations des anthropologues, le partage était même presque total et radicalement égalitaire. Ils mettaient tout en commun et partageaient tout équitablement ou presque. En comparaison, le revenu de base ne semble plus si révolutionnaire. Mais la société a bien changé. Nous ne sommes plus de petites bandes primitives où tout est simple, tout le monde se connaît et la pression sociale est énorme. Ces mécanismes sont donc différents aussi. Cependant, même aujourd'hui, il existe dans tous les pays développés tout un tas de mécanismes publics et privés, à divers niveaux, pour opérer une certaine forme de redistribution et pour aider ceux qui y parviennent mal à mieux satisfaire à leurs besoins. Là où le revenu de base se veut peut-être pas révolutionnaire mais en tout cas radical, ce n'est pas dans l'objectif, mais dans l'implémentation. Radical de simplicité, radical de centralisation et radical d'ampleur. Le revenu de base, c'est un système souvent national qui a vocation à remplacer, sinon complètement, presque, toutes les formes de charité au niveau public et privé, et ce, à tous les échelons, pour permettre une existence digne à l'ensemble de la population sans la moindre contrepartie. Et là, même dans les sociétés les plus égalitaires, les plus collectivistes, on n'a jamais vu ça. Je sais que toutes les propositions ne cherchent pas à remplacer 100% des aides et que les cas particuliers existent, on y viendra. Mais clairement, ce qui subsistera d'aides privées ou publiques ciblées représentera nécessairement une part infime dans la société par rapport à l'énormité du revenu de base. Créer un système qui permette à 100% de la population de vivre dignement sans la moindre obligation, c'est couillu. D'ailleurs, c'est ce qui a toujours fait peur à ses détracteurs. Je ne vais pas faire l'histoire du revenu de base, ici on parle des idées et pas de leur histoire, et rarement de ceux qui les présentent. Mais il suffira de dire qu'elle n'est pas nouvelle. Et pourtant, elle a toujours suffisamment inspiré les hommes pour qu'on la propose régulièrement, mais aussi fait suffisamment peur pour qu'on la rejette, à gauche comme à droite, par le passé. Mais, comme toute idée de ce genre, il y a peut-être une question de timing, de circonstances. La nature humaine n'a probablement pas changé, mais son environnement technologique, économique et social, oui. Alors, sommes-nous prêts ? Pour voir si cette question a un sens, permettez-moi une expérience de pensée et imaginons ensemble un instant un monde dans lequel la technologie a évolué au point de ne plus nécessiter de labeur humain pour satisfaire à nos besoins de base. Donnez-moi le bénéfice du doute pour le moment, cet exercice se révélera utile, c'est promis. Un monde où les machines peuvent produire l'énergie, la nourriture, les habitations et, de manière plus générale, tous les objets dont nous avons besoin. Un monde où elles nous coupent les cheveux, nous emmènent où nous souhaitons aller et fournissent tous les services de base au sens très très large. Un monde où, potentiellement, personne n'a faim, froid ou les cheveux trop longs. Petite parenthèse, ce n'est pas nécessairement un monde où l'argent n'existe pas.
Il n'y a toujours pas une infinité de machines ou de ressources, ou de terrains près de la Tour Eiffel, ou de places pour voir un concert en personne, ou de véhicules libres là, maintenant, près de chez soi par exemple. Et même pour le reste, la production satisfait peut-être aux besoins, mais n'est pas infinie ou instantanée. Et donc, l'information contenue dans les prix du marché sera peut-être encore importante pour permettre aux machines de décider quoi prioriser, quand et pour qui. Nous aurons un épisode sur qui possède les machines, sur l'argent dans une société d'abondance, où nous verrons tout ça et d'autres concepts plus en détail. Nous verrons aussi les alternatives comme celles proposées par le Venus Project et les économies de ressources de manière générale, l'énergie comme monnaie ou ce genre de choses. Mais pour faire court, elles finissent toutes par introduire un système de rationnement semblable à l'argent, même si elles évitent de l'appeler comme ça. Gardons donc une notion de prix et d'argent jusqu'à preuve du contraire. Ici, ce qui est important, c'est le travail. Dans une telle société, est-il possible d'instaurer un revenu de base ? A priori, oui, puisque le revenu de base est censé garantir les besoins de base, justement. Et dans notre scénario, ces besoins sont pris en charge par les machines à 100%, automatiquement et sans contrepartie requise. Une espèce de corne d'abondance où rien n'entre du point de vue de nos efforts humains, mais tout en sort quand même pour notre consommation. Et là, clairement, s'il faut encore une notion de prix pour certaines choses au moins, rien n'empêche les efforts gratuits des machines d'être distribués aux humains selon les principes du revenu de base. Un peu comme le soleil distribue gratuitement sa lumière à tous, les machines peuvent distribuer leurs efforts à tous, par l'intermédiaire d'un système équivalent au revenu de base éventuellement. Le soleil n'est pas dépendant des humains, mais les machines non plus dans notre scénario. Elles se programment, se gèrent et se construisent ou se réparent toutes seules. Un peu comme le soleil fait gentiment sa fusion nucléaire dans son coin sans nous. Le soleil, lui, ne produit qu'un type de bien, la radiation électromagnétique, et distribue tout ça bêtement, sans avoir notre bénéfice en tête d'ailleurs. Donc pas de choix, pas de prix et beaucoup de gâchis. Les machines, elles, nous servent nous, mais doivent composer avec des ressources limitées et des tas de besoins et envies différentes et variables. Donc potentiellement une notion de rationnement, peut-être par l'argent, pour certaines choses. Cette société idéale peut être vue comme utopique ou lointaine, ou les deux. Mais l'avantage de cette expérience de pensée est qu'elle résout de manière conclusive toutes les objections à l'introduction du revenu de base. Dans une telle société, le revenu de base ne trouve plus d'opposition sérieuse. Pas plus qu'on ne se demande comment faire si la lumière du jour était distribuée gratuitement. Les objections dont je vais parler dans quelques instants disparaissent, et seuls demeurent les objectifs qui sont atteints. Il y a donc au moins un type de société dans lequel le revenu de base est certain de fonctionner comme prévu. Cette société est-elle possible ? Eh bien, elle est inévitable selon moi, et en attendant un épisode dédié au sujet, je vous encourage à écouter l'épisode 20 où j'en parle un peu. Est-elle souhaitable ? Absolument, et je vous conseille l'épisode 21 où je parle de la mort du travail et des conséquences pour l'humanité et l'individu. Mais voilà, malheureusement, ce n'est pas dans cette société hypothétique du futur qu'on se propose d'instaurer le revenu de base, mais bien là, maintenant, dans celle d'aujourd'hui. Une société où les besoins de base requièrent une participation humaine, des efforts individuels. Nous allons voir que ça change la donne. S'il n'y a pas forcément de doute sur le revenu de base à terme, il y en a tout de même sur le timing. A l'inverse, il y a aussi beaucoup d'espoir et d'optimisme pour une implémentation rapide, voire immédiate. Et si commencer trop tôt peut avoir un coût, commencer trop tard en a peut-être un aussi. Pour y voir plus clair, nous allons donc nous embarquer dans une série d'épisodes sur le revenu de base. J'ai déjà parlé dans l'épisode 3, qui était plus une réaction à chaud qu'un épisode classique, des expériences passées sur le revenu de base. Nous n'en avons en réalité rien appris d'utile malheureusement, mais comme elles sont souvent citées en exemple, il était important d'en parler, ne serait-ce que pour pouvoir les ignorer sereinement. Nous ne reviendrons pas là-dessus, même si ça me démange. Je ne suis pas très fier de la qualité de cette réaction à chaud et j'aimerais presque en refaire un véritable épisode un peu mieux écrit et surtout mieux enregistré. Donc si ça vous intéresse, faites-le moi savoir, mais sinon, je ne compte pas y revenir. En revanche, nous allons analyser les principaux objectifs que l'instauration d'un revenu de base est censée atteindre. Sont-ils légitimes d'une part, et d'autre part, le revenu de base est-il l'outil idéal, ou même simplement un outil adéquat pour les atteindre ? Nous allons parler des mythes principaux qui l'entourent, des principales objections, mais aussi de choses plus rarement abordées mais tout aussi importantes.
Mon objectif ici n'est pas tant de vous convaincre et d'apporter une réponse précise à la question, mais surtout de dénoncer la qualité abominable du débat public sur le sujet, et l'aveuglement ou la naïveté dans les deux camps. Personne ne doute, c'est formidable. Le revenu de base tend à polariser, et visiblement tout le monde se croit expert sur le sujet après 10 minutes de réflexion. Même ceux qui ont beaucoup réfléchi, certains économistes par exemple, se trouvent souvent dans des camps opposés. Et les experts d'un domaine laissent trop facilement de côté ce qui touche aux autres domaines. Nous allons voir que le revenu de base est un sujet très complexe, multidisciplinaire, où les certitudes devraient nous paraître fortement suspectes. Comme toujours, je vais mettre en avant les idées et non les gens. Peu importe le qui, nous devons juger le quoi sur ses mérites. Que vous soyez intuitivement favorable ou hostile au revenu de base, que vous en ayez une version préférée ou non, que vous soyez de gauche, de droite ou du milieu, j'espère que nous pourrons aborder cette série avec l'esprit ouvert. Le scepticisme est cependant notre base de départ, pour analyser aussi bien le pour que le contre. J'espère vous avoir démontré au fil du podcast que vous pouvez me faire confiance sur ce point. Chaque épisode à venir sur le sujet traitant plus particulièrement d'un aspect précis, ses conclusions, quand il y en a, sont à voir comme une partie d'un tout et non pas comme le mot de la fin. Il est possible de valider une objection dans un épisode, puis de valider un objectif dans celui d'après, ou l'inverse. Ce n'est pas forcément tout blanc ou tout noir, il faut peser le pour et le contre dans son ensemble. Pour cette raison, je vais essayer de nous faciliter les choses en sortant les épisodes de manière plus rapprochée qu'à l'habitude. Comme ça, nous aurons rapidement un ensemble d'analyses couvrant les aspects principaux du sujet. Les êtres humains ont, pour des raisons évolutives que nous avons brièvement mentionnées dans d'autres épisodes, une certaine aversion naturelle au changement. Pire encore, nous avons une certaine aversion disproportionnée envers les pertes face aux gains. Nous sommes plus facilement prêts à accepter un pari, un risque, lorsqu'il est présenté sous forme de perte à éviter que sous forme de gain à atteindre. Même lorsqu'il s'agit fondamentalement du même pari. Nous y reviendrons. Et le revenu de base est à la fois un gros changement potentiellement risqué, mais aussi un changement présenté sous forme de gain potentiel. Passer au revenu de base, c'est peut-être gagner quelque chose. Malheureusement, nous préférons instinctivement ne pas changer les choses, ou les changer pour éviter des pertes potentielles. Les pertes hypothétiques font très peur, et les gains hypothétiques nous motivent moins en comparaison. Et généralement, les défenseurs du revenu de base parlent de gains et ses détracteurs parlent de pertes. Alors, ces tendances instinctives ne nous apprennent en elles-mêmes rien sur le revenu de base, mais c'est vrai qu'il part avec un certain handicap. Juger cette idée impartialement telle qu'elle est présentée ne nous vient pas naturellement. Essayons donc d'y remédier et de présenter les choses sous les deux formes. Après tout, un gain qui n'est pas réalisé est une perte par rapport à ce qui aurait pu être. Il suffit de bien le clarifier pour que l'impact émotionnel soit le même. Nous ne parlerons pas vraiment des faux problèmes et des faux objectifs. La simplification administrative, c'est bien, mais ce n'est pas un but en soi, plutôt un moyen d'atteindre d'autres objectifs, comme libérer les ressources utilisables pour le revenu de base, justement. La difficulté de changer le système, c'est pareil. Un problème temporaire qui ne se posera que si le revenu de base est jugé désirable. Commençons donc par savoir si c'est le cas et nous verrons ensuite quelles sont les difficultés d'y arriver. Si ça ne vaut pas le coup de partir, pas besoin de planifier en détail le voyage. De quoi allons-nous donc parler exactement dans les prochains épisodes ? Eh bien, nous parlerons des espoirs du revenu de base. L'élimination de la pauvreté, la fin de l'exploitation, une plus grande liberté. Et aussi de l'amélioration de l'économie. Mais bien sûr, nous n'oublierons pas de parler des craintes. Du découragement du travail, des difficultés fiscales, de l'inflation, du coût de la vie qui augmente, de la perte de sens et aussi de l'immigration. Dans les deux cas, nous aborderons chaque sujet, qu'il s'agisse d'un espoir ou d'une crainte, de manière la plus objective possible pour comprendre ce qui est justifié, ce qui ne l'est pas, ou bien ce que nous ne pouvons pas vraiment savoir à l'avance. En tout cas, au jour d'aujourd'hui. Et oui, ne pas pouvoir être certain, ça aussi c'est une possibilité. Et dire qu'on ne peut probablement pas savoir, ce n'est pas une position confortable, mais au moins c'est honnête et on ne court pas tête baissée vers l'inconnu en pensant savoir. Merci d'avoir écouté cet épisode d'introduction. Si vous avez des interrogations précises ou des remarques sur le revenu de base, faites-le moi savoir rapidement à info@filiapolis.org ou dans les commentaires. Abonnez-vous pour être notifié lorsque les prochains épisodes paraîtront. Je vais essayer de les sortir de manière rapprochée pour avoir vite un tout cohérent. D'ici là, je vous dis à très bientôt.